Bonjour à tous, aujourd'hui merci de m'accueillir pour cette présentation sur l'histoire du marketing. Le marketing et ses, je dirais, révolutions ou évolutions. En fait, je vais vous présenter comment le marketing a évolué au cours des temps et à quoi ça sert véritablement dans une entreprise. Alors tout d'abord, je me présente, je suis Frédéric Canevet. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille dans le web marketing en particulier. Je suis blogueur sur conseilmarketing.com qui est l'un des top 10, top 15 blogs marketing en France. Je suis également consultant et product manager pour une société qui vend des logiciels de téléphonie et d'enquête de satisfaction. J'ai été également co-auteur du livre Le Growth Hacking, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la méthode en fait des startups pour aller conquérir des marchés déjà existants. Voilà. Alors avant de commencer, ce que je voulais faire, c'est tout simplement faire un petit sondage, une petite question avec un petit cadeau à gagner. Alors celui qui répondra correctement à cette question gagnera mon livre. Vous voyez, je le tiens dans la main. Donc tout d'abord, la première question, c'est combien coûte une bouteille d'eau? Vous voyez, c'est une question vraiment simple. Alors je vais prendre quelques prix dans la salle, allez-y, hein, c'est un petit peu comme le juste prix. D'accord? 1 euro, 2 euros, 10 centimes, 20 centimes, 4 euros. D'accord. Merci pour toutes ces informations. Alors, la bonne réponse est 20 centimes. Est-ce que c'est 20 centimes la bouteille? En effet, si vous avez un repas classique, hein, si vous êtes à la maison, c'est vrai que vous pourrez prendre de l'eau du robinet qui est quasi gratuite, ou alors tout simplement, vous allez prendre une bouteille de cristalline à peu près allez, 20 centimes la bouteille. Alors, est-ce que 20 centimes, c'est véritablement le prix d'une bouteille d'eau? Tout à l'heure, j'ai entendu des prix dans la salle qui me parlaient d'autre chose, et bien eux aussi ont raison. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous avez par exemple un événement un peu spécial, vous invitez des amis à la maison, vous voulez leur offrir de l'eau gazeuse, vous voulez leur offrir de l'eau un petit peu plus minérale, ou vous avez un enfant, vous souhaitez lui offrir plutôt de l'eau Volvic et Evian parce que tout simplement c'est conseillé pour les enfants, c'est plus équilibré, etc. Si je vous dis 50 centimes, c'est peut-être pas le vrai prix. En effet, si cette fois, au lieu d'inviter des amis chez vous, vous avez par exemple un premier dedans, vous invitez tous vos amis, votre famille à un dîner vraiment important, par exemple une communion, hein, là à ce moment-là, vous allez peut-être pas prendre juste la bouteille de verre, la bouteille Evian classique, mais vous allez plutôt prendre la bouteille en verre, la bouteille avec Jean-Paul Gaultier ou avec des petits dessins, des choses comme ça, pour faire beaucoup plus fête et beaucoup plus joli. À ce moment-là, vous serez prêt à payer jusqu'à 3 euros le litre, 3 euros pour cette bouteille d'eau qui au départ ne coûtait que 20 centimes. Et puis dites-vous, si vous êtes sur le quai d'une gare, hein, vous attendez votre train, qu'est-ce qui se passe? Vous allez peut-être être prêt à payer un peu plus cher. Vous allez prendre une bouteille en fait au distributeur, 2 euros, 2,50 € le demi-litre, et là vous allez quasiment payer 5 euros votre bouteille d'eau. Et après, si vous êtes dans un restaurant, c'est encore autre chose. Comme vous êtes dans un contexte où vous êtes en train de manger, vous êtes servi, il y a quelqu'un qui vous emmène une bouteille, qui vous verse la moitié du premier verre. À ce moment-là, vous allez trouver tout à fait normal de payer 12 euros le litre d'eau. Et c'est pas fini. Si jamais vous êtes en plein désert et que vous êtes perdu, comme ce pauvre capitaine Haddock et Tintin, vous serez prêt à mettre tout l'or de la terre pour une simple bouteille d'eau. Alors pourquoi en fait je vous ai montré ces quelques exemples? C'est pour vous montrer en fait que la valeur du, de quelque chose, comme par exemple de l'eau, quelque chose de très très simple et que l'on trouve quasiment partout sur Terre, finalement en fait la valeur dépend de ce que l'on perçoit. Et le marketing, et une bonne partie du marketing est basée là-dessus. Optimiser la valeur pour vendre en fait au prix maximal que peut payer le client tout en étant satisfait. Alors, un des objectifs du marketing, donc, c'est de maximiser la valeur perçue d'un produit. Et un très bon exemple, en fait, tout simplement, c'est le Mac et le PC. Hein. Vous savez comme moi qu'un Mac est toujours plus cher, hein, ou un iPad ou un iPhone est toujours plus cher qu'une autre marque, souvent avec des caractéristiques qui sont inférieures ou qui sont juste similaires. Et pourtant, vous avez toujours des personnes qui sont prêtes à acheter un iPhone à 1200 euros ou 1600 euros plutôt qu'un dernier Samsung alors que le produit équivalent, voire supérieur.
Tout simplement parce qu'ils ont un très bon marketing et qu'ils ont réussi à maximiser la valeur perçue de leur produit, et vous êtes prêt à payer plus cher pour le produit, tout simplement parce qu'il y a de l'image, parce que les gens qui ont un Mac, c'est des gens plutôt cool, parce que les produits sont plus simples, plus faciles à prendre en main, parce qu'il y a un accompagnement, parce qu'il y a une sécurité. Tout cela en fait, ce qui vous fait payer le prix plus cher, c'est justement du marketing. Alors là, j'en ai parlé un petit peu en illustration. Ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'est-ce que c'est le marketing. Alors je vous ai mis deux citations que j'aime bien, deux définitions du marketing. La première, en fait, qui est assez académique, c'est tout simplement c'est l'analyse des besoins des consommateurs et de l'ensemble des moyens d'action utilisés par les organisations pour influencer leur comportement. Il crée de la valeur perçue par les clients et adapte l'offre marketing et commerciale aux désirs des consommateurs. Cette technique, cette définition du marketing est très simple, c'est voilà, on va essayer de trouver un marché ou des gens qui ont un besoin particulier et on va adapter nos produits pour les séduire. Voilà, ça c'est la définition qu'on admettra le plus souvent. Mais si on est vraiment un fan du marketing comme moi, et si tout simplement, c'est ce que je vais vous montrer dans cette présentation, vous allez comprendre que pour moi une meilleure définition du marketing, c'est tout simplement une fonction dont le rôle est d'assurer le futur de l'entreprise. Et moi, par exemple, en tant que product manager, mon rôle à moi, et je le prends vraiment comme quelque chose de très sérieux, c'est de faire en sorte que l'entreprise continue d'exister dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, en faisant évoluer les produits, en les mettant, un, en phase avec les besoins des clients, et deux, en dégageant suffisamment de profit pour assurer le futur de l'entreprise. Si on ne fait pas ça, on va tout simplement au-delà de gros problèmes, puisque son produit est en déphasage, et donc tout simplement il y aura des clients qui peuvent le quitter, sa valeur perçue sera moindre, donc en fait on ne pourra plus jouer autant sur le prix, et puis les clients vont partir, et donc en fait ça va être encore plus grave parce qu'on aura moins en moins de business. Donc le marketing, le rôle du marketing est véritablement d'assurer le futur de l'entreprise. Alors je vous ai mis une petite citation que j'aime bien mettre, c'est celle en fait d'Henry Ford, l'inventeur des voitures Ford, qui indiquait si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voudraient, ils m'auraient demandé des chevaux plus rapides. Et bien sûr, Henry Ford n'a pas élevé des chevaux plus rapides, tout simplement, il s'est intéressé aux besoins du client. Et c'est ça en fait l'essence du marketing, le besoin du client et ce qu'il veut exactement, quel est le besoin qu'on va résoudre, le problème qu'on va résoudre. Et c'est pour cela qu'il a inventé la Ford T, la voiture de Monsieur Tout le Monde qui était réservée à qui n'était plus réservée à une élite, mais réservée à un maximum de personnes. Voilà. Donc le marketing, c'est vraiment ça. Je vous ai montré un petit peu cette philosophie. Ce que je voulais maintenant vous montrer, c'est toute cette évolution. Qu'est-ce qui a bougé dans le marketing? Pourquoi je parlais de révolution de marketing? Pourquoi on parle que le marketing, tout simplement, permet d'adapter les produits et l'entreprise à l'évolution de son secteur? Tout simplement, je vais vous montrer un petit peu quelques exemples. Alors, le marketing, à votre avis, de quand ça date? Alors, j'ai un petit indice sur l'illustration. À votre avis, quand datent les premiers témoignages d'un vrai marketing? Alors, je vous écoute, celui qui me trouvera la date à peu près précise gagnera un autre petit cadeau. Alors, j'ai entendu quelque chose d'intéressant, Rome, tout à fait. Alors, en fait, les Romains ont été parmi les premiers à avoir un marketing qui était visible de tout le monde, parce qu'en fait, tout simplement, ils ont commencé à avoir un développement un petit peu industriel. Ils sont sortis de l'artisanat où on faisait des pièces uniques pour faire en fait du matériel de série. Et donc, en fait, on a retrouvé en fait dans les différentes ruines de Rome et dans les fouilles archéologiques des amphores. Et en fait, les amphores étaient un petit peu des marques, en fait. C'était un petit peu des signes distinctifs. Selon le type d'amphore, on avait affaire à différents produits qui venaient de différentes régions avec différents contenus. Et donc, en fait, les amphores étaient un véritable signe marketing, le premier packaging véritablement que l'on pouvait industrialiser. Si vous voulez avoir une idée un petit peu similaire, c'est un petit peu la bouteille de Bordeaux ou la bouteille de Bourgogne qui était au départ inventée pour être pratique. Et finalement, la bouteille de Bordeaux est hyper reconnaissable, c'est un signe marketing. Également, une publicité pour le garum qui était en fait un condiment très très apprécié des Romains à leur époque.
Et bien tout simplement, dans Pompéi, il y avait une publicité comme ça pour le garum scorus, qui était en fait tout simplement sans doute l'un des garums les meilleurs de la région. Donc en fait, on voit à ce moment-là, euh, à Pompéi, les publicités. Et sur les façades en fait des immeubles, hein, et des maisons, il y avait également des enseignes qui indiquaient ce que l'on pouvait trouver à l'intérieur des maisons. Donc ça, c'était la première idée, c'est simplement les origines en fait du marketing, hein, avec ses premiers tâtonnements. Là, on travaille plutôt sur le packaging ou les prémices de la publicité. On a véritablement un bond en avant, quasiment allez, 1500 ans plus tard. Donc en fait, avec Gutenberg qui invente tout simplement l'impression. Et à ce moment-là, ça donne vraiment un premier souffle en fait, hein, au, au marketing. Et je vous donnerai un exemple qui n'est pas vraiment du marketing, mais qui vous montrera un petit peu ce que cela signifie de pouvoir avoir de l'impression en série et de ne pas faire de la calligraphie. C'est Luther, hein, qui a inventé la foi protestante, qui a commencé tout simplement en affichant sur les portes de certaines églises, dont une église ici en particulier, un acte, un prospectus entre guillemets. À l'époque, c'est les fondements en fait de la foi protestante, un petit peu comme une affiche ou un prospectus qu'on a affiché sur les portes de l'église. Donc c'était le début de l'affichage. Et si on va beaucoup plus loin, on arrive vers les années 1900. Et là, on arrive vraiment vers le début du véritable marketing moderne avec la réclame. Alors la réclame, vous allez voir, hein, vous pouvez même voir directement ici à l'écran, on est véritablement dans de la promotion, dans la publicité, vraiment pure et dure. On parle par exemple de Ripolin, voilà, la peinture laquée qui s'emploie sur les métaux, le bois, le plâtre, etc., etc. On est sur une publicité qui est très descriptive, limite artistique, extrêmement centrée sur le produit. C'est véritablement l'ancêtre du marketing. Donc vous voyez ici quelques exemples, hein. La vache qui rit, supérieure en poids et en qualité, la vache qui rit est la crème des gruyères de luxe. L'exposition du musée Grévin, un immense succès. Les chocolats Suchard, ou tout simplement ici le chocolat Poulain pour le 5 o'clock, le petit déjeuner. Rien n'est d'égal qu'une tasse de pulvérisé Poulain. Donc en fait, tout simplement, ce que l'on voit là, c'est qu'on met vraiment en avant le produit est la star. On est dans une économie où tout le monde n'a pas forcément les moyens, et donc on essaye de valoriser le produit. Alors ça ne veut pas dire qu'on est uniquement sur de la communication de type produit, hein. Dès ces époques-là, on commence à faire du marketing un peu plus évolué. Par exemple, je vous mettrai l'exemple du Tour de France, hein, qu'on connaît tous encore actuellement. En fait, le premier Tour de France vient d'une idée marketing. Tout simplement, c'est la rivalité entre le magazine Lotto et le vélo qui a donné naissance au Tour de France. Lotto, en fait, était le challenger sur le domaine du vélo. Et en fait, il souhaitait prendre cette part de marché-là. Et donc, pour se faire connaître et pour créer un événement, ils ont tout simplement inventé le Tour de France qui était publié étape par étape dans le magazine, dans le journal tous les jours. Et grâce à ça, le magazine Lotto, qui est devenu Lotto Vélo, a dépassé et a ruiné totalement le vélo. Donc en fait, on peut voir qu'à l'époque, il y avait quand même des idées de marketing vers le contenu avant les blogs, avant YouTube. On parle également de blog YouTube, hein, mais on parle d'articles de blog, de contenu, etc. Mais le guide Michelin est sans doute l'un des premiers exemples de content marketing, de marketing par le contenu, avec donc ce fameux guide qui était offert aux chauffeurs de voitures, tout simplement pour les inciter à faire du tourisme, à rouler et donc à user les pneus Michelin. Une stratégie aussi intéressante qui montre en fait que on n'est plus dans la simple promotion pure et dure, mais qu'il y a véritablement des actions derrière, en deux temps. Et en fait, de nos jours, ça reste exactement la même chose, c'est toujours vrai. Seule véritablement la forme a changé, avec par exemple Red Bull, hein, qui a lancé un homme dans l'espace, encore une fois, hein. C'est de l'événementiel, comme on aurait pu le faire à l'époque avec le Tour de France. Et le guide Michelin, c'est comme un blog. On va créer du contenu qui va intéresser les gens, et ensuite on va essayer de leur vendre quelque chose. Donc, on était à cette époque de réclame, hein, où tout simplement, voilà, on cherche à convaincre de la supériorité de son produit. On va tout simplement être dans une économie plutôt de rareté où tout le monde n'a pas forcément les moyens. Et malheureusement arrive la guerre. La guerre
remportée par les Américains. Et voilà, les Américains qui ont été formés aux techniques militaires, qui rentrent tout simplement dans leur foyer, et qui, une fois à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement, ils retournent travailler dans une entreprise. Et quand the boys are back in town, ils inventent le marketing, le vrai marketing. En fait, à la base, le marketing, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le market in, c'est-à-dire mettre sur le marché un produit ou un service. L'origine du marketing, c'est véritablement ça, market in. Et c'est pour ça en fait que dans le marketing, vous allez retrouver énormément de termes militaires. On va parler de campagne marketing, on va parler de chef de produit, on parlera de conquérir un marché, on parlera de stratégie marketing, de force de vente, de cible, d'attaquer un concurrent, de briefing marketing, de positionnement, de guerrier marketing. Bref, toutes les techniques militaires que ces personnes ont appris pendant la guerre vont être réappliquées dans le domaine de l'entreprise grâce au marketing. Alors le but au début il est très simple, c'est d'aller écouler sur le marché des produits. Alors c'est l'époque de la Campbell Sauce, c'est l'époque des voitures qu'on va essayer de mettre à disposition des voitures, des consommateurs parce que leur pouvoir d'achat commence à évoluer. C'est les publicités un peu plus créatives sur Coca-Cola. Donc on essaye en fait véritablement d'être beaucoup plus présent sur son marché. Et pour cela en fait le marketing est tout d'abord une liste, une checklist. En fait, le marketing, c'est voilà, un plan pour ne rien oublier quand on sort un produit. En fait, on parle des 4 P, c'est le marketing des classiques, le marketing mix, le mix marketing en 4 P. Mémotechnique, c'est le produit. Donc quand on sort un nouveau produit, on doit voir quelles sont ses fonctions, quels sont les services associés, quelles sont les innovations qu'il va y avoir dedans. Ensuite, on va penser à la promotion, comment on va le faire connaître via de la publicité, via de l'affichage, via son réseau de distribution, etc. Ensuite, il y a le prix. Comment on va faire? On va faire un prix d'entrée de gamme, un prix de haut de gamme. Est-ce qu'on va parler d'un business model? On va évoquer le rapport qualité-prix, etc., etc. Ensuite, c'est la distribution, la place où on va distribuer le produit. Quel circuit de distribution? Quel mode de commercialisation? Est-ce que c'est de la location? Est-ce que c'est de la consigne pour des produits, etc., etc. Donc en fait, ce marketing mix au départ est vraiment très simple. C'est vraiment un aide-mémoire, un plan quand on va lancer une bataille. Le marketing est à cette époque-là relativement limité. Il y a peu de personnes qui sont dans un service marketing. On est véritablement là pour exécuter la production à un produit. Et nous, on va le prendre et on va le mettre sur le marché. Sauf que au bout de quelques temps, il se passe une chose très simple. Les personnes du marketing se rendent compte d'une chose. Oui, on a mis le produit en place, mais on a un petit peu oublié 2 choses. La première, c'est tout simplement, il y a les débuts de l'informatique, il y a un système d'information, il y a de l'administratif, il y a des documents à produire, etc., etc. Et donc il ne faut pas oublier les processus. Parce que si on oublie ça, qu'est-ce qui se passe? Ça va coincer à un moment donné. Si on a prévu un business model, si on n'a pas prévenu toute l'organisation, tout le monde n'est pas prêt, tout le monde n'est pas aligné pour la bataille. Donc tout simplement, on rajoute processus. Et puis on a oublié aussi une chose au départ, c'est que certes, dans l'armée, les gens ils sont obéissants, et on leur dit vas-y attaque, et ils attaquent en courant. Et en fait dans une entreprise c'est un petit peu différent. Il va falloir former le personnel, lui expliquer à quoi font, comment, pourquoi on vend ce produit-là, comment ça fonctionne, les argumentaires. Il faut assurer le support technique. Donc c'est pour cela qu'on va penser à la partie personnelle, donc 6P. Donc le marketing mix se composait auparavant de 4 P, maintenant il se compose de 6 P. Jusqu'à l'arrivée en fait du mass media dans les années 1960 où en fait on va essayer de convaincre avec de la publicité. En effet, on arrive au mass media qui permet de toucher des millions de consommateurs, que ce soit par la télévision, par la radio ou par les magazines. Et tout simplement, on a un moyen d'aller toucher beaucoup de monde. Sauf qu'en même temps, en fait, la concurrence arrive. Donc, il faut se distinguer des autres par la marque. Alors c'est vraiment le début des marques, Coca, Pepsi, c'est véritablement les leaders du secteur, c'est des marques qui datent vraiment de cette époque-là, et elles ont compris exactement ça. C'est-à-dire qu'il va falloir se différencier, il va falloir expliquer pourquoi mon produit est meilleur qu'un autre, et pour cela en fait je vais utiliser tout ce qui est levier d'influence et de manipulation. Et un des ouvrages de référence, c'est justement l'ouvrage de Robert Cialdini que vous voyez là, Influence et manipulation.
Ce livre en fait explique qu'il y a 5 moyens en fait d'influencer un consommateur pour lui faire acheter quelque chose: la preuve sociale, l'engagement, la réciprocité, la rareté, l'autorité et les liens. Et donc, c'est pour cela que vous allez voir de plus en plus de marques qui vont utiliser par exemple des stars. Si Michael Jackson, Britney Spears, Ray Charles, etc. Boivent du Pepsi, c'est que c'est génial. Si Elvis boit du Coca, et ben à ce moment-là, c'est encore une super marque. Donc on joue beaucoup sur cet affect-là. La marque en fait se base beaucoup sur ses signes extérieurs et dépense énormément en publicité pour dire voilà, mon produit est supérieur aux autres grâce à ces éléments, ces éléments, ces éléments. Et d'ailleurs, si on fait encore une fois un bond dans le futur, voici un exemple de l'importance de la marque pour dire qu'on est supérieur aux autres. Voici une trouvaille en fait de la brigade des douanes de Toulouse qui montre en fait que les dealers de drogue ont créé leur propre marque aussi pour montrer que, pour vendre un peu plus cher leurs produits et montrer qu'ils font de la qualité. Donc vous aviez Varese Mirail Quality Products, donc de la drogue qu'on pouvait récupérer au métro Mirail Université. Donc vous voyez voir, même les dealers de drogue ont compris l'intérêt du branding pour tout simplement se différencier et vendre plus cher leurs produits. Donc là, on était dans une époque très simple, hein. Voilà, on avait un produit, on n'avait pas trop de concurrence. Sauf que les choses ont encore évolué. Et le marketing a dû évoluer parce que tout simplement, les gens, devant cet amas de publicité, ces spots publicitaires, ces publicités dans les journaux, les gens voulaient en fait une preuve. Parce qu'en fait, on peut certes tromper 1000 fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois une personne. Donc désormais, la publicité doit utiliser un maximum de leviers pour avoir la preuve de son efficacité. Donc tout simplement, on arrive sur une optimisation des publicités où on doit valoriser le produit. Voici quelques exemples en fait d'études qui peuvent être menées qui montrent en fait comment on va pouvoir optimiser sa publicité pour faire en sorte que la personne va regarder le produit, va l'acheter, etc., etc. Sauf qu'encore une fois, voilà, on optimise en fait l'efficacité des publicités, on a des publicités encore plus convaincantes, encore plus géniales. Sauf que il y a une saturation. Pour séduire les consommateurs qui sont de plus en plus difficiles, il va falloir inventer de nouvelles choses. Tout simplement, il va falloir leur apporter quelque chose gagnant-gagnant. Certes, tu achètes mon produit, mais qu'est-ce que j'ai en échange? Qu'est-ce que ça va apporter à moi? Est-ce que je vais être plus intelligent, plus beau, plus riche, etc., etc. Je vais également essayer de pousser moins pousser de l'information, mais avoir leur permission. Leur permission, c'est tout simplement en ayant quelque chose qui va être beaucoup plus drôle, quelque chose qui va être plus intéressant. On ne va pas pousser de l'information et donner vraiment de l'information et l'imposer, mais on va essayer de distraire et d'étendre un peu les personnes et d'attirer leur attention. Et on va essayer également d'utiliser le principe de la vache pourpre, euh, qui est un livre de référence là-dessus. On va essayer d'être différent et se différencier totalement de ses concurrents. Et c'est pour cela que dans les années 80, on arrive dans des communications beaucoup plus provocantes, comme celle de les affiches de Paul Naref sur son sur son concert à l'Olympia, ou encore cette fameuse publicité pour le réseau publicitaire que l'on connaît, j'enlève le bas. Et en fait, on arrive vraiment dans la provocation. Et cette provocation arrive véritablement à son paroxysme avec des publicitaires comme Benetton qui font appel à justement des agents qui vont être hyper provoquants afin de créer de l'émotion autour de la marque. Ça sera certes clivant, des gens aimeront, détesteront, mais ça donnera une image à la marque de différenciation. On ne parlera jamais de produit, mais on parlera véritablement, uniquement d'émotion. Alors un petit jeu parmi vous, à votre avis, est-ce qu'il y a un intrus? Est-ce que vous pouvez me dire en fait quelle est la publicité la plus récente dans toutes ces publicités-là?